Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et ravi de vous retrouver en ce mercredi en compagnie de mes acolytes du soir. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir Ravi à de vous tous. retrouver donc pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots ce soir en compagnie de Joran, chère Sonia, qui va venir nous présenter son livre Quand je serai grande aux éditions Fayard. Donc des foyers de l'aide sociale à l'enfance aux sapeurs-pompiers de Paris, un parcours de vie exemplaire. On va avoir l'occasion d'en parler. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? C'est un livre en fait, qui montre que quand on a envie de réussir, on y arrive malgré toutes les difficultés de la vie et tous les bâtons qu'on peut nous mettre dans les roues et une force de caractère, incroyable. Eh bien, écoute, merci à toi. En tout cas, on est impatient de t'écouter dans quelques instants. Bien entendu, nous aurons l'extrait de Marie, hein, comédienne de cette émission. Donc là, je peux vous le dire, hein, mettez vos écouteurs puisque je sais qu'elle y a mis des petits bruitages et vraiment, c'est très intéressant qu'on écoutera aussi dans quelques instants. Nous aurons la question de l'invité. À titre exceptionnel, nous en aurons deux puisque Joran devait être avec nous la dernière fois et pour des raisons diverses, elle n'avait pas pu venir. Donc, on aura exceptionnellement deux questions. Puis nous aurons, chère Séraphine, le portrait de Séraphine. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Joran? Que Joran, c'est le visage de la résilience. C'est l'espoir à l'état pur, c'est le combat sans force, c'est le combat en douceur. Elle a un visage d'une douceur et un sourire d'une vérité assez incroyable. Et comme elle l'a dit elle-même, j'ai hâte de J'ai notre hâte. Eh ben, tête-à-tête. écoute, on a hâte également de t'écouter en fin d'émission. En tout cas, merci à vous d'être là. Et je vous rappelle, mes chers amis, que vous pouvez retrouver cette émission chaque mercredi et vendredi soir à 19h30 sur les réseaux sociaux. Vous flashez ce QR code pour voir les directs ou les rediffusions. Et le but du jeu, bah, pour les auteurs, c'est de répondre à toutes vos questions. Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est de recevoir Joran. Et bonsoir, Joran. Bonsoir Florian. Merci à vous d'être avec nous ce soir, on l'a dit, pour parler de ce livre, votre premier roman aux éditions Fayard, Quand je serai grande, un livre coécrit avec Bessora. On va avoir l'occasion d'en parler. Je tiens à vous remercier d'être avec nous ce soir pour parler de cette expérience de vie et de votre premier roman. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous de me recevoir. Avec grand plaisir. Et puis, je tiens aussi à remercier Zoé des éditions Fayard, qui est aussi à l'initiative de cette émission. Et vraiment, un grand merci. Avant toute chose, vous connaissez le principe de l'émission. Le but du jeu, bah, c'est de répondre aux questions des personnes. Et je vois qu'ils sont déjà très nombreux. Mais est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui est Joran? Alors, je suis Jorane, je suis une jeune maman et éducatrice spécialisée. Je suis autrice du coup du livre, vous l'avez dit, Quand je serai grande. Alors, hop, excusez-moi, il y a quelques petits bugs au niveau de votre caméra, mais tout va redevenir dans l'ordre. Tout va bien. Est-ce que vous nous entendez bien? Alors, je vous Ah, entends bien, tout va bien. À mon niveau, tout va bien. Est-ce que vous me recevez bien? non, alors effectivement, votre image est saccadée, donc là, beaucoup. Donc, on va attendre un petit peu. Hop, je vais juste faire ça pour être sûr. Allez, excusez-nous, c'est les aléas du direct. Hop, on va faire ça. Là, est-ce que c'est bon pour vous? Tout est OK, les filles? Séraphine? C'est parfait. Très bien. Donc, vous l'avez dit, vous êtes auteur de votre premier roman. Vous avez été sapeur-pompier de Paris. Vous êtes aujourd'hui éducatrice spécialisée. Racontez-nous un petit peu ce parcours de vie. Comment vous vous êtes retrouvée à écrire un livre sur votre vie comme ça? Ça a commencé quand j'étais adolescente. J'ai dû écrire, donc dans mon livre, on le découvre, j'ai une histoire de grossesse très particulière et je me suis mise à écrire à mon fils à 16 ans pour lui raconter son histoire, pour lui raconter d'où je venais. Et en écrivant, en pesant ces quelques lignes, je me suis rendu compte que j'avais une histoire mais qui sortait du commun, que j'avais une histoire assez extraordinaire et que j'avais envie de la partager au-delà de mon enfant. J'ai gardé cette petite idée dans un coin de ma tête. J'ai avancé, je suis devenue pompier. Et puis un jour, je me suis dit, je suis prête, il faut que je partage cette histoire. Donc j'ai fait un témoignage sur les réseaux sociaux avec un média qui s'appelle Origine. Et avec une volonté, en faisant ce témoignage, c'est ensuite de pouvoir écrire un livre, de rendre visible mon histoire pour après pouvoir l'écrire. Et j'ai après été contactée par Bessora, donc ma co-autrice, qui est une écrivaine formidable, qui est une des plus belles rencontres que j'ai pu faire sur ce chemin,
qui m'envoie un petit mail en me disant: «Joran, et si vous faisiez un livre? Et si, on faisait un livre?» Et l'aventure a commencé avec Bessora, du coup. Ouais. Bessora, qui, on le rappelle, est une romancière hein, qui a été lauréate de nombreux prix littéraires, dont le prix suisse de littérature et le prix Kuruma pour son dernier livre, Vous les ancêtres, aux éditions J.C. Lattès en 2023. Et justement, donc Bessora, elle vous a contacté, elle vous a dit, voilà, votre histoire me plaît, je veux l'écrire. Comment ça s'est passé cette rencontre à ce moment-là? J'avais un petit peu peur. Au début, j'avais un peu d'appréhension. On reçoit un mail comme ça qui sort de nulle part, mais en même temps, j'avais une certaine confiance. À partir du moment où j'ai vu Bessora, où j'ai échangé avec elle, j'ai tout de suite vu qu'elle avait saisi la grandeur de mon histoire, qu'elle avait aussi saisi surtout les messages, que je voulais faire passer et qu'elle respecterait aussi, ma vie, qu'elle en ferait pas n'importe quoi. Donc j'ai tout de suite eu confiance en son travail et on a pu, avancer, tranquillement, sur ce chemin. D'accord. Donc, vous l'avez dit, vous avez été placé à 6 ans, si je me souviens bien, à l'ASE, dans ce qui est l'aide C'est ça. sociale à l'enfance. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe, ce milieu. Et ben, c'est un milieu, qu'on pourrait comparer à la roulette russe. Voilà. Dans les faits, ça peut être beau, confier des enfants, voilà, et s'en occuper quand les parents sont défaillants, c'est un système que je trouve beau, c'est un beau principe. Malheureusement, les moyens n'y sont pas et on se retrouve avec la roulette russe. Donc j'en ai fait les frais. J'étais une enfant avant mes 6 ans qui avait été victime de beaucoup de violences, mais par manque de place, aucun placement n'avait été ordonné et n'avait été mis en place. Et donc, c'est à l'incarcération de mes parents que j'ai été placée. Donc, c'est un bel exemple de ce que peut être la roulette russe de la protection de l'enfance. Et c'est quelque chose qui est bien mis en avant, justement, dans cet ouvrage, grâce à une chose que Bessora a eu l'idée d'utiliser et qui, je trouve, est extraordinaire pour donner en fait vie à ce récit. Ce sont les rapports sociaux. Voilà, il faut savoir que tous les enfants qui sont placés, eh ben, on fait des notes sur eux, on fait des transmissions, voilà, on rédige, on écrit encore et encore sur la vie de ces enfants pour les accompagner, pour signaler, etc. Et au moment où on est dans le processus d'écriture avec Bessora, moi je reçois ce dossier social, je le transmets à Bessora et Bessora va insérer dans le récit euh, plein comment dire, d'extraits en fait, de rapports sociaux qui démontrent les violences, qui démontrent comment la vie des enfants en fait confiés à la protection de l'enfance est si romancée en fait dans ses écrits. D'accord. Et justement, vous qui avez connu justement ce milieu de l'ASE, du placement, comment vous vous êtes dit, mais moi aussi, un jour, je vais devenir éducateur spécialisé? Parce que dans cette roulette russe, eh bien, il y a eu des défaillances, il y a eu des injustices, mais il y a aussi eu de très belles personnes. Il y a eu ces professionnels qui vont me tendre la main. Alors, certes, ils ont été moindres, excusez-moi pour cet invité mystère Je vous derrière, en prie. mais donc voilà, il va y avoir aussi de très beaux professionnels, de très bons professionnels qui vont m'inspirer et je vais avoir envie, en fait, en tant qu'enfant qui ait connu ces défaillances, d'être cette personne qui tend la main, cette personne qui fait les choses bien et qui accompagne les enfants dans le souci de les insérer plus tard dans la société. Eh ben, en tout cas, merci à vous, hein. Puis on rappelle que vous êtes avec nous ce soir pour nous parler de ce livre «Quand je serai grande», justement, des foyers de l'aide sociale à l'enfance aux sapeurs-pompiers de Paris. Et justement, il y a Laurent Alain qui est avec nous. Bonsoir, et qui nous pose la question, qui dit: «Avez-vous réussi à faire passer tous vos messages avec réussite et avez-vous trouvé des portes fermées?» Alors oui, j'ai eu des portes fermées, bien sûr, des portes ouvertes et des portes fermées. Il faut savoir qu'avant que ce livre, quand même, soit publié, ça a été 3 ans d'attente pour trouver une maison d'édition. Donc bien sûr, il y a eu des portes fermées et d'autres qui se sont ouvertes. Et je remercie Fayard, du coup, d'avoir fait confiance à Bessora et à moi-même pour ce récit. Eh ben, merci, merci Laurent. Il y a René qui nous dit: «Décider de compter ses malheurs, c'est déjà faire preuve d'un grand courage». Voilà, donc merci beaucoup, René. Merci. Et Dominique Guénac aussi qui est avec nous, qui nous dit: «Ce dossier social dont vous avez évoqué il y a quelques instants, vous avez pu l'avoir pour la rédaction du livre, mais si ce n'était pas pour cette raison, les enfants placés ont-ils le droit de les obtenir à n'importe quel moment?»
Oui, alors tous les enfants placés ont le droit de réclamer leur dossier social à leurs 18 ans. Alors moi, je l'ai fait un peu plus tard. Je ne l'ai pas forcément fait pour ce livre, mais ça s'est trouvé une coïncidence voilà, parfaite pour le livre. Et du coup, tous les enfants placés ont en effet accès à ce dossier social, qui est, je pense, important dans la construction de chaque enfant. D'accord. Alors, on rappelle, hein, on aura la chronique de Sonia dans quelques instants, mais vous l'avez dit, après, à 16 ans, vous avez eu un déni de grossesse. Parlez-nous aussi de ce moment de vie qui, là aussi, a été un chamboulement dans votre vie. Mais alors, ce moment, ça a été un peu le séisme de ma vie, parce qu'à 16 ans, on ne se prépare pas forcément à être mère. Enfin, pas forcément, on ne se prépare pas à être mère, on n'y est pas préparé. Donc ça a été un séisme qui a bouleversé ma vie avec un déni de grossesse, avec au départ, je ne voulais pas être mère. Voilà, donc c'était au départ un cauchemar qui s'est au final révélé être ma plus grande force, mais c'était une épreuve. Voilà, pour moi, cet accouchement, cette grossesse non désirée, dans une période de ma vie où j'étais accueillie dans un lieu qui était insalubre, donc où je n'avais pas d'accompagnement, où moi-même, j'étais une adolescente en difficulté qui avait besoin d'être protégée, où je n'étais pas entendue. L'idée même de devenir mère était impensable. Je suis devenue mère ensuite et mon fils a été ma plus grande force alors qu'il avait 1 mois et demi. Mais au départ, c'était un séisme, un cauchemar, et c'est quelque chose qui m'a renforcée par la suite. Mm. Vous vous êtes senti seule à ce moment-là, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, oui, je me suis sentie seule parce que voilà, j'étais accueillie chez ma grand-mère, dont je parle du coup dans ce livre, dans des conditions qui ne sont pas adéquates. Et je n'avais pas la volonté de devenir mère. J'étais une jeune fille qui... En fait, cette maternité venait, selon moi, entraver mes projets de réussite sociale. C'est-à-dire, je ne me voyais pas, j'avais 16 ans, et pour moi, la seule façon de sortir du système, c'est de m'accrocher à mes études, de m'accrocher à ma réussite sociale. Et la seule façon d'avoir cette réussite sociale, c'était par les études. Donc, d'avoir un enfant à 16 ans venait, en fait, bouleverser tout ce cheminement. Et par la suite, j'ai continué à m'accrocher et mon fils est devenu au final une force supplémentaire pour m'accrocher à cette réussite et construire les projets que j'avais à construire. Mais on va avoir l'occasion d'en parler durant cette émission, mais votre fils aujourd'hui, on l'a vu, si on vous suit sur vos réseaux sociaux, votre fils aujourd'hui est fier de vous. Très fier, oui, c'est mon plus grand fan. Je crois qu'il a lu exactement, il y a la 3e fois de lire le livre. Et d'ailleurs, il n'est pas très loin en train d'écouter tout ce qu'on dit. Parce qu'il On aime l'a suivre. aperçu tout à l'heure, effectivement. Il y a Laurent qui nous dit, est-ce que sans votre histoire que vous racontez avec nous ce soir, est-ce que cette envie d'écrire vous habitait déjà? Non. Non, je pense que sans mon histoire, cette envie d'écrire n'aurait pas été. J'avais, je pense, beaucoup de choses à dire et à transmettre, mais au final, elle ne me lâche pas, cette envie. Elle me ne lâche pas, ça a été une formidable aventure et j'ai découvert que par l'écriture, on pouvait transmettre beaucoup de choses. Alors là, j'ai transmis ma vie, mon histoire, mais je pense qu'il y a beaucoup de messages à faire passer par le livre et par l'écriture, donc c'est une envie qui restera. Oui. Et ben justement, ces fameux messages, on en reparlera avec Sonia dans quelques instants. Donc ensuite, effectivement, vous avez appris à devenir mère, vous avez eu envie de faire des études et vous avez décidé de passer le concours des sapeurs-pompiers de Paris. Alors ça, racontez-nous. Alors c'est assez fou parce qu'adolescente, je voulais devenir éducatrice spécialisée. Ou à 1 an de mon fils, j'ai malheureusement dû cesser mes études. Je me suis retrouvée à cumuler plein de boulots et j'ai fait la rencontre d'un homme qui est devenu mon père adoptif, dont voilà, un homme qui est évoqué dans ce livre, un homme chez qui je vais fuguer quand je suis au foyer maternel où j'ai été accueillie après la naissance de mon fils. Donc je vais fuguer de ce foyer pour me rendre chez cet homme-là. Cet homme-là va m'apprendre tout ce que je sais dans ma vie, pardon. Et il s'avère que cet homme-là est à la Légion étrangère. Donc il va beaucoup m'inspirer, il va m'emmener faire du sport et je me dis mais je veux être comme cet homme, je veux être comme cet homme qui devient mon père, je veux suivre ses traces, donc je vais me rendre au centre de recrutement des armées. Et là-bas, je vais voir une affiche des pompiers de Paris et je vais voir qu'il y a donc chez les pompiers de Paris du secours à victimes, que les pompiers de Paris sont des militaires et je vais me dire mais en fait c'est pour moi, ça regroupe tout ce que je veux dans ma vie.
c'est-à-dire la discipline, le défi, le dépassement de soi. On fait partie de la société, mais en même temps, on la secourt. Donc, c'est sans nul doute ma vocation. Et à partir de ce moment, je vais me mettre qu'une idée en tête, c'est devenir pompier de Paris. Sauf que je vais faire face à des freins, parce que j'avais pas le profil, parce que j'étais encore une adolescente, enfin une toute jeune maman avec un enfant à charge, qui avait fait que très peu de sport, qui n'était pas pompier de père en fils, qui n'avait jamais été jeune sapeur-pompier, qui ne connaissait juste absolument rien du métier qu'elle prétendait faire. Et je vais m'entraîner encore, et donc je vais réussir. Eh ben, en tout cas, félicitations. Et effectivement, on a une photo, effectivement, où on vous voit avec l'uniforme, où vous recevez cette médaille. Rappelez-nous, la médaille, c'est de la La médaille de la sécurité intérieure. sécurité intérieure, d'accord, qui vous a été remise donc par votre supérieur hiérarchique. C'est comme ça que ça se passe, la remise des médailles? Oui, c'est ça. D'accord. Et justement, il y a donc vous êtes passé sapeur-pompier et vous êtes intervenu sur un monument qu'on connaît bien à Paris, enfin que tout le monde connaît, Notre-Dame de Paris en avril 2019. Racontez-nous aussi cet épisode. Cet épisode, c'est un épisode parmi tant d'autres, mais celui-ci sans doute plus marquant, sans aucun doute, que les autres. J'étais toute jeune pompier et j'étais avec le reste des équipes au réfectoire quand l'incendie avait débuté. On le suivait voilà, sur les télévisions de ce réfectoire, sans se douter une seule seconde que quelques minutes après, nous serons appelés voilà, en renfort. C'était très impressionnant parce que quand nous sommes arrivés, comme je disais, j'étais toute jeune pompier, donc arriver devant une telle foule pour participer à un tel incendie est extrêmement impressionnant. Et en même temps, on est voilà, pris avec l'adrénaline, avec un seul but, c'est participer tous ensemble en fait à cette intervention. Et quand on est sapeur-pompier de Paris, est-ce que intervenir sur Notre-Dame est beaucoup plus impressionnant que sur un autre incendie, par exemple, d'un monument peut-être aussi prestigieux C'est impressionnant parce que c'est un monument prestigieux, mais je pense que le pompier de Paris a en lui une certaine discrétion et il se doit d'être très humble. Donc, le pompier de Paris n'aime pas forcément se mettre en avant et dire à quel point c'est impressionnant, en fait, Notre-Dame, même si ça l'est. Il reste voilà, très en retrait et juste voilà, fier, mais timidement fier Ouais. Eh ben, en tout de cas, ça. merci à vous, en tout cas, à vous et par votre biais aux sapeurs-pompiers de Paris d'avoir sauvé ce monument important hein, pour notre pays, on le sait, et qui tient à cœur à tout le monde. On rappelle hein, que vous êtes avec nous ce soir pour nous parler de ce livre, Quand je serai grand, aux éditions Fayard. Donc René nous dit effectivement un cauchemar décrit avec beaucoup de pudeur. On va avoir l'occasion d'en parler dans quelques instants avec Sonia. Mais avant, il y a Frédéric qui nous demande quel sujet a été le plus dur. Alors, quel sujet a été le plus dur à écrire justement sur ce livre? Je pense pas qu'il y en ait un qui était plus dur que les autres. Je dirais plus que le plus dur, ça a été d'écrire et de transmettre sans faire de ce livre une thérapie, en fait. Voilà, de scinder les parties de sa vie et à savoir ce qui est bon à dire et ce qui est bon à garder, en fait. Dans sa propre vie, c'est vrai que c'est difficile voilà, de trier. Mais aucun moment a été plus dur que les autres parce que j'avais pris soin, avant de me lancer dans ce processus, de faire la thérapie qui est nécessaire pour avancer quand on a subi des maltraitances, quelles qu'elles soient. C'est important de prendre ce temps de thérapie avant de se lancer à partager son histoire. D'accord. Un courage exceptionnel et une volonté qui suscite l'admiration. Quelle leçon. Voilà les commentaires qu'on peut lire ce soir. Donc vraiment, merci à Merci. vous. Ce que je vous propose, si vous le voulez bien, c'est d'accueillir Sonia pour la chronique. Notre amie Sonia, qui perd du nez ce soir, mettez toutes excuses. Ouais, c'est ça. Il fait un peu froid en Bretagne. J'essaie de ne pas trop tousser en lisant. Eh bien, écoute, en tout cas, on rappelle encore une fois, hein, j'insiste, hein, qu'on vous reçoit, Joran, pour ce livre Quand je serai grande, des foyers de l'aide sociale à l'enfance aux sapeurs-pompiers de Paris. Sonia, justement, a lu votre livre et ce que je vous propose, donc, c'est de l'écouter. Sonia, nous t'écoutons. Le cycle de la vie.
Est-ce que le cycle de la vie est répétitif? Parfois, on se le demande. Comment peut-on se construire, se reconstruire, vivre tout simplement avec un passé douloureux dont le schéma se reproduit quasiment à l'identique? Joran n'a que 6 ans quand ses parents sont envoyés directement en prison, sans passer par la case départ pour actes de torture et barbarie. Cette petite fille qui n'a rien demandé à personne n'a que 6 ans quand elle se retrouve placée à l'ASE. À cet âge-là, on rêve de câlins, de joie, de bonheur, entourée de ses parents. Malheureusement pour Joran, ce ne sera pas le cas. Elle va grandir cas à cas, avec son caractère, ses défauts, mais avec une grande qualité, celle d'aider les autres, en particulier les enfants maltraités. Ce que veut à tout prix Joran, c'est de devenir éducatrice spécialisée. Pour cela, elle va devoir passer par des moments difficiles, faire des rencontres qui vont avoir un impact pas forcément agréable sur sa vie, mais Joran ne va rien lâcher. Quand elle décide quelque chose qui lui tient à cœur, c'est tête baissée qu'elle fonce, quitte à se prendre des portes, des revers de médaille, des moqueries et des refus. Joran a 16 ans. 16 ans, la vie devant elle. Mais la vie, elle la porte également dans son ventre. 8 mois de déni de grossesse, afin de poursuivre dans sa lancée et surtout par peur que le schéma de son enfance ne se reproduise, Joran décide d'accoucher sous X. 16 ans. Elle n'a que 16 ans. Joran accouche. Joran laisse son fils. Joran reprend ses études. Oui, mais voilà, tout ne va pas se passer comme prévu. Et c'est finalement, avec son fils sous le bras, son sac de l'autre, qu'elle part vivre dans un centre maternel. Force est de constater que quand Joran veut quelque chose, elle l'obtient. Pas forcément du premier coup, mais en principe, ça fonctionne. Il sent tant bien que mal un lien affectif, maternel et presque fusionnel avec son fils, le parcours de cette jeune maman va être semé d'embûches. En attendant que son rêve se réalise, Joran se lance un défi, et pas des moindres, réussir le concours des pompiers de Paris, et c'est avec succès qu'elle y parvient. Son fils grandit près d'elle, dans la caserne. Leur vie bien rythmée va un matin voler en éclats. Quand le passé ressurgit par la présence de personnes voulant lui enlever la garde de son fils, c'est peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Mais Joran, stoïque, va prouver par A plus B que non. Le schéma familial ne se reproduit pas si on fait en sorte qu'il ne se reproduise pas. À travers les lignes de ce récit poignant, on cherche où Joran puise la force qu'elle a en elle. Elle, petit bout de femme que rien n'arrête. C'est un morceau de vie qui m'a touchée, mais qui m'a mise énormément en colère. Lecture difficile pour la maman que je suis, mais lecture fabuleuse quand on suit le parcours de cette jeune femme. Tout au long du livre, on grandit avec elle, on pleure avec elle, mais surtout on applaudit ses rêves et ses réussites. Quel parcours de vie! Je vous souhaite tout le bonheur du monde, et je peux vous dire que votre fils doit être sacrément fier d'avoir une maman comme vous. Je suis sûre que ce petit bonhomme prend autant de plaisir à grandir à vos côtés que vous en avez eu à grandir à ses côtés. Merci beaucoup, Sonia, pour cette chronique. Joran, je crois que Joran a son image À a vous dire. figé. Ah oui, bon. Joran, si vous nous entendez, n'hésitez pas à quitter et à revenir. En tout cas, voilà, j'espère qu'elle aura entendu ta chronique, puisqu'on rappelle qu'elle est avec nous ce soir pour ce livre, Quand je serai grande, des foyers de l'aide sociale à l'enfance aux sapeurs-pompiers de Paris. C'est bon. Je vois Joran qui est de retour parmi nous. Rebonsoir, Joran. Rebonsoir, toutes mes excuses. Pas de problème, vous inquiétez pas. C'est les aléas du direct. Tout va bien. C'est ça. Juste, vous avez entendu la chronique de Sonia? Oui, Oui, je me alors suis justement. arrêtée juste à la fin. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que vous pouviez nous dire sur cette chronique? J'ai eu les larmes aux yeux, très émouvant. Et on sent quelqu'un qui s'est plongé dans le récit. Et c'est ce que. En fait, j'ai senti que vous aviez compris toute l'énergie que je voulais transmettre et saisi tous les messages de ce récit. Et donc, je suis bouleversée, en fait. À vrai dire. Très émue et très bouleversée. Ça a été pareil quand j'ai lu le livre. Hein. Donc voilà. C'était un beau moment de lecture et on se dit, si tout le monde pouvait avoir cette force, ça serait bien. Je suis persuadée qu'elle est en chacun de nous, cette force. Il faut juste la réveiller. C'est ça. Et justement, si vous aviez un message à faire passer aux jeunes qui aujourd'hui peut-être vivent des difficultés, et on sait qu'il y en a énormément,
aujourd'hui, qui sont placés alors qu'ils vont, quand ils ne le souhaitent pas. Certains même demandent eux-mêmes le placement. Qu'est-ce que vous avez envie de leur faire passer comme message aujourd'hui? On a toujours le choix. Je pense qu'on a toujours le choix. Certains vont partir avec, dans la vie avec un -10, un -100, mais on peut toujours arriver au +200, au +500. Peu importe où vous voulez arriver, vous pouvez. Il y a Omar Sy qui est un grand modèle voilà, pour moi, qui est une personnalité très inspirante, qui dit: en chacun de nous, il y a un feu, et personne n'a le droit, et personne n'a assez d'eau pour éteindre ce feu-là. Et j'aimerais leur transmettre en fait ces paroles parce qu'elles sont très réelles. On a toujours le choix, et on se doit de faire pour notre réussite le choix de se battre et d'aller où on veut, même si les portes sont fermées, et ben on passe par la fenêtre. Donc voilà, on avance et Eh on ben, tout à continue. fait. Mm. On était à fond et on accélère, comme on dit, c'est ça. C'est ça. Combien de temps vous avez mis avec Bessora? Parce qu'on rappelle, c'est un livre qui est coécrit avec Bessora. Combien de temps vous avez mis à l'écrire à peu près, ce livre? Parce qu'on rappelle, il est sorti en janvier de cette année, 2025. Je dirais 2 ou 3 ans. Ça s'est fait sur la Ok. durée. Voilà, D'accord. c'est une aventure en soi-même, une aventure très riche Bah, d'échanges, de partage, de questionnement. d'accord. On prend sur un angle et puis en fait on part sur un autre angle parce qu'en fait il y a un angle qui est beaucoup plus merveilleux. Il faut dire que l'histoire en effet elle traite de tellement de sujets différents qu'il fallait un angle, il fallait écrire cette histoire sous un angle qui parle, voilà, où le lecteur il puisse se plonger dans le récit et vivre cette vie que j'ai vécue et lui transmettre toutes mes émotions. J'ai l'impression que c'est pas réussi quand j'écoute votre chronique parce que j'ai l'impression que vous aviez ressenti en fait ces émotions. Donc oui, ça a mis beaucoup de temps. Ouais. Sonia? Non, mais c'est une réussite parfaite. Voilà. Mm. La gestation a été longue, mais l'accouchement et la suite est super. Mais en même temps, ce temps était au début de ce livre, j'étais pompier, et à la fin, à la parution, je suis éducatrice spécialisée. Donc en fait, il y a entre le moment, en fait, l'histoire a évolué, l'histoire s'est construite, et ce livre s'est construit en même temps que je grandissais et que je vivais. Donc ce temps était, je pense, nécessaire. Il n'était pas sans raison. Mm. Il y a Dominique qui nous dit, avec tout ce que vous avez vécu malgré votre jeune âge, est-ce qu'il pourrait y avoir une suite? Alors, une suite de ce livre, je ne sais pas. Alors, une suite dans d'autres formats, je l'espère, j'espère fortement, et j'envisage une œuvre voilà, cinématographique qui serait incroyable. Et peut-être une suite dans d'autres formats, peut-être une collection adressée plus aux enfants, faire passer des messages, peut-être des aventures d'une petite Jorane, peut-être. Une suite, voilà. D'accord. Une suite Les aventures autobiographique, de on ne Zoran, sait la pas. pompier. C'est des mini-livres peut-être pour enfants, écrits donc par vous, sur des enfants qui peuvent traverser différentes étapes de leur vie et à chaque fois se relever, c'est ça? Je dirais plus une petite fille qui vit plein d'aventures, et ces aventures auraient pour but de mettre en lumière des sujets de société, comme le harcèlement scolaire, comme l'exclusion sociale, et aider justement les enfants qui traversent aujourd'hui, par exemple, le fait d'être placé, le fait de subir l'exclusion sociale, les aider à travers des livres à surmonter toutes ces épreuves, s'adresser directement à eux. Et mon travail d'éducatrice spécialisée me montre aujourd'hui qu'une collection de livres pour enfants dans ce sens serait un beau projet, et essentiel, je dirais même. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si vous connaissez la devise de cette émission, mais que tout ce qui est dit dans cette émission se fait et se réalise. Donc, on l'espère effectivement. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Laurent, juste avant d'écouter l'extrait de Marie dans quelques instants, qui nous dit, on sait que les pompiers, donc les pompiers en général, hein, sont très solidaires entre eux. Est-ce que vous avez parlé à vos collègues et est-ce qu'ils ont lu votre roman, vos collègues de travail? Alors, j'en ai parlé au début, mais je ne parlais très peu de mon histoire pendant ma carrière, j'avais plutôt honte. Et au-delà de la honte,
Je voulais que mon travail soit respecté, je voulais que ce soit mon travail qui prime. Mais j'ai eu la très belle surprise à la parution de ce livre que mes anciens collègues m'envoient justement, me partagent leurs ressentis après avoir acheté ce livre, après l'avoir lu, et qui découvrent ma vie et qui me félicitent. Et ça a été voilà, très gratifiant pour moi. Donc en effet, j'ai eu un élan de solidarité de par mes anciens collègues, que je remercie d'ailleurs de leur soutien. Écoute, en tout cas, merci à eux en tout cas. Sonia, est-ce que avant d'écouter l'extrait de Marie, tu veux rajouter quelque chose justement à tout ce qui a été dit par rapport à ce qui a été dit dans le livre et les explications que nous a donné Joran? Non, moi, je l'écouterais parler comme ça, et c'est vrai qu'elle a une force tranquille, comme on dit. Joran, elle fait tout en retenue, et alors quand on sait toute la force qu'elle a en elle, c'est impressionnant. Moi, je suis scotchée. Eh bien, écoute, en tout cas, merci à toi. Ce que je vous propose Merci. maintenant, c'est d'écouter justement cet extrait donc, de Marie. Donc, l'extrait de Marie, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'émission, c'est Marie, la comédienne de l'émission, qui a lu un extrait donc, de ce livre, le premier chapitre. Je me souviens bien. Donc, mettez des écouteurs, puisque dans celui-ci, je le sais, je m'en souviens, il y a des petits bruitages de Marie. Marie Méran présente un roman de Joran avec Bessora, Quand je serai grande, aux éditions Fayard. Joran Caille, un masque FFP2 déforme sa voix et des boucles brunes fanfaronnent autour de son visage. Je dis oui, parce qu'en effet, Joran Caille, c'est moi. Joran Caille, fille-mère et pompier de Paris, même si mon rêve, c'est de devenir éducatrice spécialisée. Debout dans l'encadrement de ma porte d'entrée, Boucle Brune dégaine une carte plastifiée. Lieutenant Bonnefoy. De taille moyenne, d'âge intermédiaire, elle n'a pas l'air de plaisanter, elle est même intimidante, avec les 5 bonhommes amassés dans son dos. Leur uniforme ne laisse aucun doute à leur métier. Ils sont la loi, port d'armes autorisé. On peut entrer ? Boucle Brune est en civil, mais la décontraction de sa tenue n'empêche pas un début de nausée de me vriller l'estomac. J'espère qu'ils n'entendent pas la peur dans le fond de ma voix quand je dis « Oui, bien sûr !» En effet, Joran Caille, c'est moi. Je n'ai pas trop le choix. D'une manière ou d'une autre, il me faudra obtempérer. Obtempérer à quoi ? Je ne sais pas. Le 7 décembre 2020, levée à l'aube, j'ai été surprise d'entendre la porte sonner avant 7 heures, en plein couvre-feu. Un voisin qui avait besoin de sucre, de café, d'un ouvre-boîte, j'ai pensé. J'ai ouvert ma porte, toute grande. C'est ainsi que Boucle Brune est apparue avec sa carte plastifiée et son escorte. Experte en dissimulation, enfin relativement experte, je souris aimablement à mes visiteurs du matin, les dents un peu trop serrées. C'est-à-dire que je n'ai pas encore les codes, ces clés qui vous font respecter. J'apprendrai. En attendant, je suis intimidé. Alors je m'écarte pour les laisser prendre possession du hall d'entrée. Prendre possession, c'est ce qu'ils font. Tandis qu'ils traversent notre long couloir, je referme la porte avec l'impression qu'un piège mortel est en train de se refermer. Est-ce à propos de Marek, mon frère, ton oncle ? Il est encore en prison. Il s'est essayé à la carrière de dealer, sans grand succès d'ailleurs. Je me suis proposé de l'héberger parce qu'il serait mieux chez nous qu'en prison. Est-ce qu'ils viennent pour l'histoire du bracelet électronique ? À mon tour, j'enfile un masque et je les rejoins dans le salon où ils sont entrés sans m'attendre. Malaise. Je n'ose toujours pas leur demander ce qu'ils veulent. Certaines questions ne doivent pas être posées, parce qu'elles ouvrent les portes de l'enfer. Or, j'ai choisi le paradis, que j'ai reproduit ici, dans notre intérieur douillet, coquet, appartement de fonction mis à disposition des pompiers de Paris. Merci. Les intrus le scrutent avec un regard soupçonneux. Il me semble, à un moment, que je fais partie du spectacle. J'ai l'habitude, mais je ne m'y fais pas. L'un de ces messieurs me dévisage avec un air rébarbatif. Ce n'est peut-être pas lié à moi, mais à son petit déjeuner qu'il aurait mal digéré. « Swann est là ?» me demande tout à coup Boucle Brune. Stupéfiante, cette question. Effrayante. Qu'est-ce qu'ils te veulent, mon fils ? Voilà donc, quand je serai grande, des foyers de l'aide sociale à l'enfance aux sapeurs-pompiers de
Paris, coécrit avec Bessora, on le rappelle, hein, qui a été plusieurs fois lauréate et récompensée pour son livre Vous, les ancêtres, aux éditions JC Lattès, édité aux éditions Fayard, où là, encore une fois, je remercie Zoé de nous avoir mis en relation pour l'organisation de ce live. Joran, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cet extrait avec ces pas, on l'entend, et j'imagine, vous le dites, hein, c'est la loi qui arrive chez moi, et on entend ces pas dans le couloir. Qu'est-ce que ça vous fait? Port d'armes autorisé, c'est fort. C'est très fort et on se met encore plus dans le récit quand on a tous ces petits bruitages. C'est d'ailleurs la comédienne est très douée. Il faut lui tirer, je lui tire mon chapeau parce que bravo pour cette mise en scène de ce récit. C'est encore une fois beaucoup d'émotions pour moi que d'entendre au lieu de lire ou d'écrire. C'est la première fois que vous entendez votre livre en audio comme ça? Oui. Oui, c'est la première fois que je l'entends. Eh ben, ravi en tout cas que ce soit dans notre émission, que vous l'entendiez. Et je remercie toutes les personnes qui mettent des commentaires. Donc effectivement, René qui nous dit cette honte qui est aujourd'hui devenue fierté. Donc vraiment, merci à vous. Rédactive Édition qui est avec nous, une maison d'édition locale qui nous dit « Le monde a grand besoin de gens comme vous et je regrette qu'il faille de telles souffrances pour révéler de si belles âmes. » Voilà, donc merci à Rédactive d'être avec nous. Sonia, je te voyais pendant l'extrait aussi secouer la tête. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi aussi sur cet extrait? C'est quand on sait la suite, après, on n'a pas envie que Marie s'arrête en fait. On a envie qu'elle nous lise tout le livre. C'est tout le temps, c'est ce que je dis à chaque fois, mais c'est vrai que j'écouterai Marie pendant des heures. Elle nous met dans l'ambiance directe, quoi. Et c'est vrai que du coup, c'est super agréable et ça nous replonge dedans encore avec plus d'émotion, je pense, que quand je l'ai lu encore plus. Voilà. Eh ben, écoute, merci à toi en tout cas pour ce retour. Et puis, on voit effectivement le petit Zoro derrière. Qu'est-ce que j'allais dire comme question? Oui, justement, est-ce que vous lisez, vous, Joran? Parce que donc on l'a dit, c'était votre premier roman, mais aujourd'hui, est-ce que vous lisez? Oui, j'aime beaucoup. Vous aimez... j'ai pas entendu, il y a eu un petit bug ce soir, c'est vrai qu'on a quelques petits bugs ce soir. Je dis oui, j'aime beaucoup lire et j'essaye de lire de plus en plus, même si le temps ne le permet malheureusement pas. Mais j'aime beaucoup lire. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez lire en général? J'aime beaucoup tout ce qui est récit, témoignage, récit de vie et témoignage. Je trouve que c'est très riche. D'accord. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci à vous d'être avec nous ce soir. On passe un agréable moment. Et ce que je peux vous proposer, c'est d'écouter la question de l'invité. Alors, la question de l'invité. Donc, effectivement, ce lundi dernier, nous avons reçu, chère Sonia, Nicolas Payan, qui est venu nous présenter son roman Par-delà le monde, je t'aimerai, un livre qui a conquis déjà plus de 6000 lecteurs. Sonia, si tu veux bien, même si tu parles un petit peu du nez ce soir, nous dire en quelques mots ce qu'est ce livre pour Joran. Alors, c'est une belle rencontre. C'est un homme qui rencontre une jeune femme et qui, 24 heures plus tard, cette jeune femme doit partir pour réaliser le rêve de sa vie, voyager à travers le monde. Et lui, en fait, il ne supporte plus de rester chez lui, faire son petit stage tout tranquille. Donc, avec l'aide de sa mère et de sa sœur, il décide de prendre son sac à dos aussi et de la rejoindre. Grâce à des cartes postales qu'il reçoit, il sait où elle se trouve, mais il n'a même pas son nom de famille. Et en fin de compte, elle a toujours quelques semaines d'avance sur lui. Et du coup, il va tout faire pour la retrouver. Eh bien, écoute, merci à toi. Et effectivement, Joran, quand on a dit à Nicolas, effectivement, qu'on vous recevait ce soir dans l'émission, voici la question qu'il voulait vous poser. Justement, donc j'avais lu sa biographie que tu m'avais transmise et qui m'a carrément bouleversé. D'ailleurs, je me suis dit que je lirais son livre. Je lirais son livre parce que c'est un livre qui a l'air d'être d'une extraordinaire puissance. Et justement, moi, j'avais envie, par rapport au fait que on sent que dans ce livre, elle y a mis toutes ses tripes et que donc elle livre un message en fait d'une grande puissance. J'avais envie de lui demander, donc moi, c'est plutôt une double question. Une double question, et par rapport donc à cette carrière littéraire en fait, qu'elle a brillamment entamée. Donc je voudrais lui demander, Joran, est-ce que tu as d'autres projets littéraires sous le coude? Est-ce que tu as, est-ce que ça t'anime au point
de proposer voilà, d'autres productions littéraires. Et en tant qu'écrivaine, maintenant, quel serait ton rêve le plus cher? Voilà donc pour la question de Nicolas. Alors, vous y avez partiellement répondu tout à l'heure, mais si vous voulez lui répondre plus personnellement pour ceux qui nous rejoignent. Ben, dis donc, j'aimerais beaucoup m'adresser désormais aux enfants. Voilà, j'aimerais beaucoup faire une collection enfants pour un futur projet. Et mon rêve le plus cher, ce serait une adaptation cinématographique de mon histoire, parce que j'aimerais que cette histoire elle se transmette au-delà du livre et qu'elle se transmette voilà, à plus grande échelle. Et je trouve que tous les arts sont bons pour transmettre ce message. Eh bien, écoutez, merci à vous. Et à titre exceptionnel, on l'a dit tout à l'heure, vous deviez venir dans l'émission il y a quelques semaines de ça. Et on avait eu un invité aussi, Sandrine Cohen, qui était venue aussi nous présenter Antoine, un fils s'aimant. Chère Sonia, si tu veux nous redire aussi en quelques mots ce livre. Attends, parce que le temps que mon cerveau il se remette en route, entre-temps, j'en Oui, ai c'est lu vrai que beaucoup de livres. Donc, le temps que je me remette en tête, je sais que de toute façon, Sandrine, je suis fan de ses écrits. Donc, ça peut être qu'un livre super. Donc, déjà, ça, c'est sûr et certain. Et non, c'était sur un jeune homme, pas comme les autres, on va dire, et qui fait tout pour. On fait tout pour l'aider. Et à sa manière, il aide aussi au quotidien. Et non, c'était un livre très prenant, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et là, c'est du Sandrine Cohen, quoi. C'est voilà, c'est du grand. C'est du grand Sandrine Cohen. Et justement, chère Joran, voici sa question. Alors Joran, je sais que tu as voulu raconter ton histoire et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as très envie de transmettre, pourquoi c'est extrêmement important pour toi d'avoir écrit ce livre. Et par ailleurs, mon petit doigt m'a dit que tu avais envie que ça existe en images également. Alors moi, je vais te dire, ton histoire a l'air extraordinaire et si je pouvais lire ton livre et peut-être qu'on se parle d'un projet, voilà, c'est dit. C'est dit, et effectivement, nous avons eu écho avec Sandrine, que, si je ne me trompe pas, que vous vous étiez rencontrés avec Sandrine. Alors, on a échangé téléphoniquement. C'était un échange très intéressant. Et puis, je suis très intéressée par sa proposition. J'attends de ses nouvelles. Elle est en effet en lecture de mon livre. J'espère qu'elle pourra se plonger et peut-être que ça l'inspirera en effet de futurs projets. Et j'attends de ses nouvelles. Et Voilà. en tout cas, on est ravis en tout cas de que ce projet, on l'espère, grandisse. Et on se demande souvent aux amis auteurs, quand ils viennent dans cette émission, quand vous écrivez, est-ce que vous aimeriez voir votre livre adapté au cinéma? Et nous disons particulièrement oui. Est-ce que vous vous imaginez des acteurs pour jouer tel ou tel rôle? Vous, c'est sûr, vous avez déjà votre duo. Oui, j'ai mon duo de rêve, de choc qui est très ambitieux. Voilà, maintenant je suis ouverte parce qu'il y a des acteurs tellement talentueux de part et d'autre. Mais c'est vrai qu'Omar Sy et Adèle Exarchopoulos feraient un casting juste formidable. Il serait exceptionnel. Omar Sy pourrait très bien incarner le rôle de mon père adoptif et Adèle Exarchopoulos, toutes mes excuses. Je rêve de travailler avec elle, mais je ne prononce même pas bien son nom. C'est vrai qu'il est dur. Voilà, qui est très dur. Je trouve qu'elle représenterait à merveille, elle incarnerait avec force mon personnage et la force, voilà. Elle est très douée pour les rôles de caractère, cette actrice. Oui, c'est vrai. Eh ben, en tout cas, on l'espère en tout cas les voir prochainement sur cet écran. Et je remercie encore une fois Nicolas Payan et Sandrine Cohen d'avoir joué le jeu de ces questions-réponses. Avant de recevoir Séraphine, qui je sais a beaucoup de questions à vous poser, je rappelle que vous êtes avec nous ce soir pour ce livre Quand je serai grande, écrit avec Bessora, des foyers de l'aide sociale à l'enfance aux sapeurs-pompiers de Paris. Et ce que je vous propose, c'est d'accueillir notre chère amie Séraphine, si elle est prête. T'as oublié quelque chose, Flo? J'ai oublié quelque chose. Joran ne pose pas de questions. Ah, oui, merci Sonia. Mais c'était pour voir si tu suivais, justement. C'était pour voir si tu suivais. C'est un piège.
Ben, vous avez vu un peu, on est fort dans cette émission, effectivement. Donc, effectivement, vous avez répondu aux questions des invités précédents. Ben, maintenant, pour vous, le but, c'est de poser une question pour l'invité prochain. Et justement, ce vendredi, nous recevrons donc Pierre Mananti, hein, qui était historien du gaullisme de la Ve République, hein, qui est passé par l'Assemblée nationale, par des cabinets ministériels. Il a écrit un livre donc aux éditions Passé Composé, Charles Pasqua dans l'ombre de la République. Donc voilà, un livre, chère Sonia, que tu es en train de lire actuellement. Hein, tu es en plein Oui, dedans, si j'ai bien compris ton message que tu m'as envoyé tout c'est à l'heure. ça. En 2 Mm. mots, parce que tu es en plein dedans, qu'est-ce que tu peux nous dire? On apprend en fait le côté politicien et le côté personnel de Charles Pasqua en fait. Et du coup, là au moment, ça se rejoint et on apprend plein de petites anecdotes. Et c'est marrant quelquefois. On apprend des choses qu'on ne soupçonne pas, on va dire. Eh bien, écoute, en tout cas, merci pour cette présentation. Et cher Joran, quelle serait votre question pour Pierre? Alors, ma question pour Pierre, pour vous, j'aimerais savoir, de par votre expertise, si selon vous, les hommes politiques qui ont fondé notre politique actuelle et notre société, est-ce qu'ils ont été motivés par une volonté de changement, par une volonté de transmission et de nous créer à nous tous un espace, ou est-ce qu'ils ont été motivés par une volonté de pouvoir? C'est une question que je me suis toujours posée. Donc, je vous la pose à vous parce que je pense que vous avez toute l'expertise pour y répondre. Merci beaucoup, Joran, donc, pour cette question qu'on rappelle qu'on lui diffusera donc, ce vendredi 23 mai à 19h30 pour son livre donc, Charles Pasqua dans l'ombre de la République aux éditions Passé Composé. Voilà, Sonia, j'ai posé la question. Donc, vraiment, merci à vous. Et je vous propose maintenant donc, de recevoir Séraphine. Alors, Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette première heure de live? Juste petit clin d'œil, bravo Sonia, elle est au bout de sa vie, mais elle trouve quand même le moyen de suivre au point de savoir exactement. Bravo, pépite. Oh, ça va, Écoute, à pas l'heure de trop de live, compliments quand même. c'est mon moment, c'est ma chronique. Je dis qu'est-ce que je fais. Allez, Non, pour l'heure, ce que j'ai dit au début, c'est fou voilà, la beauté de la résilience définitivement, parce que oui, comme tu dis Sonia, il y a une force, il y a un courage, il y a une détermination qui se lie absolument pas sur le visage. Il y a un calme. Il y a un calme et une beauté des choses, c'est impressionnant. Ce visage est juste impressionnant. Et pourtant, bah, je suppose que c'est aussi un sourire et un visage de façade, parce qu'il y a énormément de choses beaucoup moins jolies derrière. Mais ce que vous affichez, c'est du bonheur, c'est sublime. Bravo. Merci. eh bien écoute, en tout cas, avec Sonia, on vous laisse tous les deux en coulisses. Nous vous écoutons. Ouais, merci. Du coup, ouais, je suis émue et, et oui, et presque gênée parce qu'en fait, on a du mal à imaginer une force pareille. On a du mal à imaginer. Enfin, moi, en tout cas, voilà, qui a eu beaucoup de chance finalement. Je me rends compte de la chance que j'ai eue alors que c'était quelque chose que je trouvais totalement normal. Du coup, j'aimerais bien savoir comment, enfant, on réalise qu'on n'est pas comme tout le monde, que faut de râler parce qu'il faut rentrer et parce que ouais, ce soir, on va encore manger de la viande. Voilà. Comment on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal par rapport à nous qui réalisons absolument pas notre chance? Je Comment crois vous que avez c'est... su que vous étiez différente? Alors, je crois que c'est les autres. Parce que quand on a une norme, quand on grandit dans une norme, on ne réalise pas. On pense que ce qu'on vit est la norme. Voilà, au même titre qu'un enfant qui rentre chez soi et qui voit ses deux parents, qui se dit, mais c'est normal, tout le monde vit comme ça. Et ben, un enfant qui vit des maltraitances, eh bien, certes, il est malheureux, mais il ne s'en rend pas compte qu'il est malheureux. Et il va se rendre compte au cours de la socialisation. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est commun à tous les enfants qui vivent des maltraitances. C'est qu'en fait, ils pensent que c'est la norme et que c'est comme ça, que c'est ce qu'ils méritent. Souvent, l'enfant a tendance même à se dire, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal, c'est parce que je le mérite. Et c'est quand
c'est à l'école, quand on rencontre les autres, quand on va chez nos camarades, qu'on se dit, ah non, mais ce que je vis, c'est pas tout à fait normal et je pourrais être plus heureuse et je pourrais avoir mieux. Et puis on se demande si c'est juste ou pas. Et puis après, on ferme les yeux et on commence à rêver pour plus tard. Justement, les mots là, que vous venez d'employer, forcément, ils me touchent. Justement, cette injustice, ce sentiment d'injustice, il amène, comme dans votre cas, sur une résilience et une envie que ça change dans la vie, mais elle peut aussi amener à une énorme colère et à en vouloir aux autres enfants d'avoir cette chance et qu'ils ne réalisent même pas en plus, dont ils ne se nourrissent pas. Il y a forcément une colère qui émerge. Comment on la gère, cette colère? Je sais pas. Je sais pas si on la gère vraiment. En fait, si je sais, je pense qu'on la gère pas vraiment. Cette colère, j'en ai eu. Ça fait partie d'ailleurs des récits. À un moment donné, j'évoque des tentatives de suicide, des hospitalisations. Et à ce moment-là du récit, on découvre justement cette colère. Parce que cette colère, chez moi, elle a émergé justement à l'adolescence. Ça a été cette colère justement qu'on ne prenne pas soin de moi, cette colère de vouloir une autre vie, de se sentir étriqué dans celle dans laquelle on est né, cette colère d'être né au mauvais endroit, de vivre les mauvaises choses, et cette volonté en même temps de vouloir une autre vie. Donc cette colère, je pense qu'elle est présente chez chacun de nous à un moment donné, et elle peut se tourner vers les autres, en effet, mais aussi vers soi-même. Parfois, c'est nous-mêmes qu'on punit, et ça a été mon cas, et elle peut passer avec de l'espoir, avec les bonnes personnes, avec une main tendue au bon moment. Elle peut passer cette colère, et c'est pour ça que voilà, j'invite tout à chacun tous les jours à faire preuve de bienveillance avec tous, parce qu'on ne sait pas ce que l'autre traverse, que ce soit un enfant ou même un adulte, et que le bon mot, le bon sourire peut vraiment changer l'histoire d'une autre personne. Donc je pense qu'elle cette colère, elle peut passer. On puise en nous, mais on puise aussi en les autres, en ce qu'ils peuvent nous donner. Et justement, malgré toute cette accumulation de mauvaises rencontres et du fait d'avoir été finalement mal né, comme on dit, d'être pas né forcément au bon endroit et parmi les bonnes personnes, en plus, à l'école, tout ce que du coup, les enfants qui auraient dû être vos amis vous ont fait subir en parallèle, mais finalement, il y a un moment où ça tourne. Il y a un moment où vous vous rendez compte que cet enfant, vous le voulez, que ça va être votre force, que vous rencontrez l'homme qui va devenir votre père adoptif, que vous rencontrez Bessora. Est-ce qu'il y a aussi l'autre penchant? Vous avez fait des sublimes rencontres. Est-ce que comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est quelque part aussi un retour de destin, une espèce de récompense de waouh, avec la force que tu as eue, maintenant tu mérites de l'amour finalement, tu s'en est, il n'y a pas d'autre mot. Je pense que j'ai beaucoup de chance, et il y a mon père adoptif justement qui dit toujours quelque chose. Il dit parfois la vie elle est injuste, parfois on peut bien se comporter avec les gens et des injustices, que ce soit de par nos conditions de vie ou même l'être humain peut parfois être méchant avec l'autre, mais il faut toujours bien se comporter, toujours faire le meilleur, donner le meilleur de soi-même, toujours avoir le bon comportement, la belle parole au maximum et faire le bien autour de nous. Parce qu'à force d'être une bonne personne, on tombe sur des bonnes personnes. Mais si on se comporte mal avec les autres, parce qu'on vit des injustices, parce qu'on est en colère, même si c'est légitimement, on va faire fuir ces bonnes personnes. Voilà. Et il m'a toujours dit, ta vie, elle est triste. Voilà. Mon père a une admiration, mon père adoptif, je le précise pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre. C'est un homme que j'ai rencontré alors que j'avais 16 ans et qui a bouleversé, chamboulé ma vie, qui m'a permis de devenir aujourd'hui la femme que je suis. Et cet homme a beaucoup d'admiration pour la femme que je suis, pour mon parcours de vie. Et il me dit toujours que lui-même, il ne sait pas comment je fais. Mais il m'invite toujours à avoir le bon comportement, les bons gestes, parce que sinon, on fait fuir des bonnes personnes. Donc, toujours bien se comporter avec les autres, c'est important. Mais vous l'avez compris quand même assez jeune. C'est ça qui est dingue. C'est comment
comment on résiste à l'appel du côté sombre, à la facilité d'être en colère contre tout le monde? Comment on y arrive à ça? Je crois que quand on a souffert justement d'injustice ou de la méchanceté, on n'a pas envie de faire souffrir les autres. On n'a pas envie de faire du mal aux autres parce qu'on sait ce que ça fait. On sait ce que ça fait d'être mis de côté, on sait ce que ça fait d'être mis à l'écart, humanisé, parce que les parcours d'enfants placés, beaucoup le disent, c'est des parcours où l'enfant est très déshumanisé. Donc, on n'a juste qu'une envie, c'est de trouver sa place. Moi, j'avais envie d'exister, j'avais envie d'avoir ma place dans la société. Et d'ailleurs, c'est l'histoire de ce récit. Une jeune femme qui a envie d'avoir sa place dans la société. Et la volonté et ce feu qui brûlait en moi, il était déjà présent, il faut l'écouter. Et la seule façon de résister à l'autre part, qui faisait aussi partie de moi, de cette colère, de ce sentiment d'injustice, c'est d'écouter ses rêves et d'y croire, même quand tout est sombre, c'est vraiment d'y croire et de se projeter. Demain, ça ira mieux. Aujourd'hui, ça va pas, mais Rester demain, concentré. ça va aller. Oui, rester concentré sur son cœur, même si l'esprit et le corps souffrent, il y a toujours le moyen de se connecter à quelque chose de positif. En oubliant tout. Alors, Ouais. dans les périodes, Oui. je ne sais pas si c'est très sain de faire ça. Je ne serais pas un thérapeute pourrait peut-être plus répondre, mais j'ai beaucoup utilisé le déni comme une force. C'est-à-dire, oui, ce que je vis, c'est dur, mais non, c'est pas grave. C'est de me répéter tous les matins, c'est pas grave. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Demain, ça ira mieux. Demain, ça ira mieux. Et de choisir, en fait, ce qu'on voit. Quand je dis la vie, c'est un choix, c'est-à-dire même ce qu'on vit au jour de jour, que ce soit des petites ou des grandes choses, on choisit ce qu'on a envie de retenir. Je choisis si j'ai envie de me mettre en colère contre quelqu'un qui bloque la route et qui me klaxonne et que ça bousille 2 heures, 3 heures de ma journée parce que je me suis énervée contre voilà, ce passant, ou si je choisis de me dire oh, c'est pas grave, c'est un choix. Et en fait, c'est une question de mentalité et vraiment de mindset, c'est-à-dire qu'est-ce que je choisis? Même quand je suis débordée par la colère, qu'est-ce que je choisis? Parce qu'il n'y a pas... Voilà, moi, je pense qu'il y a toujours pire. Et voilà, il y a toujours pire dans le monde. Il se passe des atrocités. Et il n'y a qu'à regarder ça et de se dire, non, mais ma vie, elle pourrait être entre les bombes. Donc oui, ma vie, elle est triste, elle est atroce, mais demain, ça ira mieux. J'ai déjà de la chance de vivre ce que je vis. Je vais me concentrer sur chaque petite belle chose, aussi infime soit-elle. De choisir la lumière au détriment. En fait, c'est un choix. Vraiment, c'est un choix. Et à force de choisir la lumière, et ben, on attire ce qu'on est. J'y crois fortement, en tout cas. Et on me dit souvent que je suis dans le monde des bisounours, mais ce monde des bisounours m'a littéralement sauvée. Voilà, dans les moments les pires de ma vie, le fait de croire, le fait de rêver et le fait de fermer les yeux et de me dire, mais demain, je serai pompier, alors quand bien même tout le monde me dit que c'est impossible, je n'ai pas le profil et que personne n'y croit, mais c'est ça qui m'a permis de réussir, c'est d'y croire. C'est fou. Et du coup, justement, par rapport à votre fils, la maman que vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous êtes une maman coulante ou une maman sévère ou une maman philosophe? Un peu des trois. Je suis une maman très coulante quand il s'agit des activités, de voyager à travers le monde et de faire tout ce que je voulais faire, en finale, adolescente, de le partager avec mon fils. Je suis une maman très sévère et très stricte quand il s'agit de respecter les règles et les règles de la société en règle générale, quand il s'agit de réussite et tout. Voilà, j'essaye d'inculquer à mon fils de bien se comporter, avec les autres, c'est extrêmement important. Et voilà. Donc, je suis un peu tout. J'adapte mon comportement à chaque moment. Et c'est ça aussi, être maman, c'est s'adapter. Bien sûr. Et ma dernière question, justement, ça va être par rapport à la fierté de votre fils et par rapport à ce qu'il a l'air d'être, ce petit bonhomme. Comment vous gérez justement les compliments? Comment vous gérez aujourd'hui le fait que tout le monde reconnaisse la femme que vous êtes, la maman que vous êtes, et que ce parcours, il a fait ce que vous êtes aujourd'hui, et que la preuve encore ce soir, vous êtes épatante. Épatante. Comment vous le gérez aujourd'hui? Parce que vous n'avez clairement pas été élevé avec ça.
vous n'en avez pas eu l'habitude. Comment vous le gérez aujourd'hui? Comment vous vous en nourrissez? C'est difficile parfois, en toute transparence. Des fois, j'ai du mal à réaliser ce que je vis, que ce soit quand ce livre est sorti ou quand on me fait un compliment. Euh, je ne trouve jamais rien d'assez bien. Voilà, j'ai toujours l'impression que ce n'est pas assez. J'ai du mal à réaliser toute cette bienveillance, justement, qui m'entoure. Et en même temps, je suis très reconnaissante. J'ai beaucoup de gratitude. Et un rien peut mettre en joie. Voilà, récemment, le directeur d'établissement pour de la structure pour laquelle je travaille a acheté mon livre, m'a demandé une dédicace. J'en ai pleuré de joie. Oui. Voilà, de joie, une joie qui était extrême parce que, voilà, quand on est éducatrice spécialisée, mais qu'on a aussi été enfant placé et qu'on sort ce type d'ouvrage où on met à nu notre vie et nos traumas, on a peur que l'autre vienne juger. Voilà, on sait que c'est un risque. Voilà, et le fait d'avoir vu que je n'ai pas perdu la confiance de mes collègues, la confiance du directeur de l'établissement pour lequel je travaille, m'a rendu en joie. Donc en fait, je crois que Bien sûr. ça me nourrit. Voilà. Mais je sais aussi que voilà, peut-être qu'un jour, je ne ferai pas l'unanimité. C'est la vie aussi, mais chaque petit compliment, je suis très reconnaissante. Reconnaissante et pourtant assez, oui, et pourtant assez gênée, mais c'est ça qui est magnifique. Mais c'est magnifique parce que justement c'est au-delà de cet espoir et de cette force que vous avez, je pense que c'est cette bienveillance et ce recul sur les choses qu'il faut garder parce que c'est ce qui fait voilà ce que vous êtes et honnêtement je pense l'exemple que vous êtes capable d'être. J'espère sincèrement que les projets, que ce soit les vôtres, ceux avec Sandrine ou tout ce qui peut être, c'est un grand bravo, un grand merci et une grande claque, mais pas seulement pour les gens qui vivent ou qui ont vécu ce que vous avez vécu aussi. Justement, je pense que c'est une grande claque aussi pour ceux qui l'ont jamais vécu, de façon à ce qu'ils réalisent un petit peu tout ça. Et voilà, merci pour ça. Merci pour la compréhension que vous avez apportée à ma vie simple et normale. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Ça a été un réel plaisir de vous écouter. Il y a eu pas mal de petits commentaires justement qui sont arrivés pendant que vous parliez. Alors effectivement, il y a Laurent qui dit Joran, quand on vous écoute, on comprend parfaitement que dans chaque action et dans chaque geste, vous écoutez votre cœur avant votre esprit et c'est grâce à cela que vous êtes une superbe personne. Voilà, donc vraiment merci Laurent. Il y a René qui nous dit Joran, croyez en vos rêves. Effectivement, Marie-Pierre qui nous dit aujourd'hui vous êtes ancré et ça fait plaisir à voir. Carpe diem. Voilà, nous dit-elle. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous avez fait une très belle interview dans le journal le JD News, qui est paru il y a quelques semaines également. Et dedans, effectivement, vous rappelez que dans ce livre, c'est un cri d'alerte, en fin de compte, où vous appelez à réformer les institutions. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Aujourd'hui, je pense qu'il faut simplement s'alarmer, s'offusquer voilà, de la vie que j'ai vécue comme beaucoup d'autres enfants, mais améliorer voilà, notre système. Je pense au taux d'encadrement, par exemple. Il faut savoir que dans les structures aujourd'hui qui accueillent les enfants confiés à la protection de l'enfance, on manque cruellement de professionnels. Aujourd'hui, je suis éducatrice et je gère seule le matin un groupe de 10 à 12 enfants. Voilà, donc, est-ce que vous imaginez aujourd'hui une famille monoparentale s'occuper de 10 à 12 enfants, voilà, entre 5 et 14 ans, et les habiller le matin, veiller à ce qu'ils aient une bonne hygiène bucco-dentaire, veiller à ce qu'ils prennent un bon petit déjeuner, regarder si la jeune fille est coiffée. Voilà, c'est des choses, des gestes du quotidien dans lesquels l'enfant a besoin de la présence de l'adulte. Et aujourd'hui, les enfants qui sont confiés à la protection de l'enfance n'ont pas tous cette présence. Et ce n'est pas inscrit dans la loi. Il faut savoir que la loi, même les propositions de loi qui étaient, je sais, et c'est aussi la preuve des propositions de loi à la question de la protection de l'enfance qu'il faut continuer. Voilà, aujourd'hui, à l'heure actuelle des choses, il n'y a pas de taux minimum d'encadrement dans les structures de protection de l'enfance. Donc, si aujourd'hui, c'est un professionnel pour 12, c'est un professionnel pour 12. Les structures ne sont pas hors la loi.
Donc voilà, je fais appel à plein de petites choses comme ça. Je pense que la question justement de la protection de l'enfance, c'est très loin de beaucoup de personnes et c'est tout à fait normal parce que tout le monde ne connaît pas la protection de l'enfance. Il y a beaucoup aussi d'idées un peu à déconstruire. L'idée qu'un enfant placé, quand j'ai quitté les pompiers pour devenir éducatrice spécialisée, certaines personnes m'ont dit, mais tu vas travailler Cassos parce que tu aimes bien ça. Parce que voilà, j'étais une pompier qui était fan, voilà, qui était, comment dire, pas fan ne serait pas le bon terme, mais qui aimait beaucoup être dans le secours à victimes, qui aimait être auprès des personnes, etc. C'est quelque chose qui me nourrissait et duquel je ne me suis jamais lassée. Donc on m'a dit, je vais être avec des cassos. Les enfants qui sont pompiers ne sont pas des cas sociaux, sont des enfants qui ont subi des maltraitances et qui doivent à un moment donné être retirés de leur domicile pour être protégés. Donc voilà, il y a beaucoup d'idées déconstruites sur la protection de l'enfance et on voit peu de personnes et on oublie que dans tous ces enfants, ce sont les médecins de demain, ce sont peut-être les pompiers de demain, les policiers de demain, les écrivains de demain, que sais-je, mais en tout cas, tous ces enfants, ils ont un potentiel qui est immense et il faut le dire encore et encore et voilà, pour déconstruire les idées que beaucoup de personnes ont, mais aussi pour inviter les politiques à réfléchir, à penser à la protection de l'enfance comme vraiment une mise pour demain, pour l'avenir. Eh ben, en tout cas, vraiment, Voilà. merci beaucoup pour ce témoignage qui, je l'espère, sera entendu, puisque c'est vrai que l'aide à la protection à l'enfance, il faut le réformer, hein, je le sais, et je sais de quoi je parle. Effectivement, c'est un milieu où on manque de moyens, on manque de personnel, donc vraiment, merci beaucoup. Oui, Séraphine? C'est bien, elle lève la main. Oui, mais justement, oui, tu as vu. Mais justement, à qui il faut s'adresser au-delà des politiques, enfin nous, à notre niveau, comment on peut faire évoluer les choses, comment l'écrire, le dire, oui, mais quelles actions on peut lancer pour que ça fasse éventuellement bouger les choses? Je pense qu'en parler déjà, et puis même dans les gestes du commun, c'est-à-dire que si demain vos enfants ou vous-même vous êtes amenés à être avec des enfants de la protection de l'enfance, on peut donner son temps, il y a le fait d'en parler, mais il y a aussi simplement le fait d'être renseigné sur la question et demain, si vous croisez un enfant qui est en protection de l'enfance, juste de ne pas être jugeant, de casser ses préjugés et de se comporter avec cet enfant comme avec n'importe quel enfant, sans condescendance, sans tristesse dans le regard. Avec juste, ne pas déshumaniser son parcours, juste le reconnaître, cette personne, sa valeur. Et je pense que c'est déjà beaucoup. Et après, pour aller plus loin, bien sûr qu'on peut donner son temps à des associations, bien sûr qu'on peut parler dans les médias, on peut faire comme vous le faites, me recevoir et donner de la place à mon ouvrage. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais chacun fait avec ses moyens aussi. Déjà, se renseigner sur la question, être éduqué, c'est beaucoup. Et les intégrer au niveau des... Oui. Voilà, au niveau des enfants en eux-mêmes et des autres enfants, éduquer les autres enfants. Voilà. Oui, et les intégrer quand il y a un anniversaire, les inviter à l'anniversaire des copains. Voilà, nous on en avait le cas dans l'école de mon fils et souvent il n'était pas invité aux anniversaires. Et voilà, c'est ça qui fait oui, mais il n'est pas comme nous, il n'est pas avec son papa et sa maman. Donc, et ça, c'est le ressenti des parents souvent parce que les enfants ne comprennent pas forcément. Donc, il faudrait aussi éduquer les parents avant pour qu'ils puissent éduquer les enfants sur la suite, en fait. C'est ça, éduquer les parents pour qu'ils n'aient plus peur que leur enfant, qui joue avec un enfant qui vit dans un foyer de protection de l'enfance ou dans une famille d'accueil, cet enfant, il n'est pas forcément problématique, pas plus problématique qu'un autre. C'est un enfant qui a vécu sûrement un enfant merveilleux. Et ce petit anniversaire, ça peut faire un grand changement pour lui et la façon dont il se considère. Au contraire, un enfant qui a besoin d'amour, dès l'instant où on lui en donne, je pense qu'il peut être que sur la bonne voie. Enfin, on peut que l'accompagner et que l'aider en lui donnant de l'amour, finalement, non? C'est ça? C'est ça. C'est le message, vraiment. Oui. De donner de l'amour et de la bienveillance à tout à chacun. C'est la première chose à faire. Avant de se lancer
dans des actes militants, dans des associations, de donner son temps ou dans la politique. Rien que la bienveillance de tout à chacun peut déjà changer les choses. Et c'est déjà beaucoup de permettre juste à un enfant d'être considéré comme un enfant et puis avec cette étiquette de enfant placé. Et bien, au final, c'est déjà beaucoup. Mhm. Et Ouais, ben, c'est encore une peut-être fois, même en plus fort. espérant que ce message soit entendu. Alors effectivement, je vais vous poser la question, hein, puisqu'elle a été posée, mais est-ce que vous vous verrez présidente de la République, justement? Présidente de la République, j'en doute. Alors, j'ai beaucoup d'ambition, Ah bah, mais non, je laisse. Alors, je laisserai comment dire, cette tâche à des personnes qui ont la connaissance de tous les sujets, parce que même si j'ai beaucoup de connaissances dans le domaine de la protection de l'enfance, j'en ai pas assez pour diriger tout un pays et j'ai de grands respects pour voilà, tous nos présidents qui se sont succédés, parce que ça va être lourd de charge, qu'on soit d'accord ou non avec leurs décisions, leur rôle et n'est pas des ambitions. Mais par contre, rencontrer notre président pour échanger avec lui sur des thématiques bien précises, alors ça, oui. Parce que j'ai une expertise dans certains domaines qui, je pense, pourraient être très utiles. Diriger le pays. bon, il y a quelques petits bugs effectivement ce Excusez-moi. soir, mais en tout cas, Oui, il n'y a ça pas a de bugué un souci, peu vous là. inquiétez Ouais. pas. Non, mais en tout cas, si Monsieur Macron nous regarde ce soir, ben, j'espère que votre message sera entendu en tout cas, mais on ne sait pas, hein, peut-être que le soir, l'Élysée nous regarde, hein, on ne sait pas. Hein. Et ben, en tout cas, je vous remercie, Joran, parce qu'effectivement, je vois votre lumière qui s'éteint. Donc, je rappelle hein, que vous étiez avec nous pour nous parler. Que vous étiez avec nous pour nous parler de ce livre Quand je serai grande, coécrit justement avec Bessora, des foyers de l'aide sociale à l'enfance aux sapeurs-pompiers de Paris, aux éditions Fayard. Encore une fois, je remercie Zoé d'avoir accepté aussi de nous mettre en relation pour la réalisation de ce live. Je laisse, comme à chaque habitude, la parole à mes deux acolytes pour le mot de la fin et je vous laisserai, Joran, conclure. Donc, Si ça n'a moi, pas trop j'aurais bugué. juste une S'il dernière revient. question. Voilà, j'aurais juste je ne sais pas si elle m'entend, donc je pose ma question quand même. Est-ce que vous pensez que vous auriez eu autant de force et d'envie de réussir si vous n'aviez pas eu l'enfance que vous avez eue? Bah, écoute, Voilà. en espérant qu'elle va pouvoir revenir, mais c'est toujours pareil, hein, les aléas du direct, ça fonctionne très bien en coulisses et dès qu'on est en direct, ça bug, mais bon, c'est pas grave, Ah. ça arrive. En tout cas, merci à toi, Sonia. Séraphine, si tu veux rajouter quelque chose aussi. Oui, j'aimerais bien voir sa réponse oui, sur la question de Sonia, parce que je pense que l'environnement joue énormément sur celui qu'on est et celui qu'on devient surtout. Et c'est chouette. J'étais vraiment super contente de pouvoir échanger avec elle sur des sujets comme ça, surtout sur la résilience, la bienveillance et puis la sensibilité. Elle a une sensibilité du coup à fleur de peau dont elle a fait une force et c'est génial. Et comment communiquer plus là-dessus, comment aider les jeunes mais aussi les gens en dehors de ce qu'ils ont pu vivre. C'est un exemple pour vraiment tout à chacun. Donc, C'est Eh ça. ben, écoute, c'est ça que je merci retiens. à toi. Et Joran est de retour Oui. avec nous. Voilà. Oui. Voilà. Excusez-moi, la page s'éteint. Désormais, je ne suis pas très douée pour le direct. Toutes mes Il n'y a excuses. pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Arrêtez de vous excuser. Voilà. Oui. Tout va bien. Sonia, tu avais une question pour Joran. Oui. Est-ce que vous pensez que vous auriez eu autant de force et d'envie de réussir si vous n'avez pas eu l'enfance que vous avez eue? Honnêtement, justement, mon enfance a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Voilà, les épreuves forgent en fait le caractère. D'ailleurs, chacun de nous, c'est fait, c'est façonné avec ce qu'il a vécu. Donc, je n'aurais pas été la même Joran. Et bon, en tout cas, merci beaucoup. Donc, merci pour ces épreuves et cette vie. Merci. Merci à vous en tout cas. Si vous voulez, Joran, conclure, rajouter quelque chose pour les personnes qui nous ont écoutés ce soir, que ce soit pour votre éditeur, pour nos deux galénissés en bas là. Alors déjà, merci à vous tous pour votre travail, pour ce podcast qui était très enrichissant. C'était un échange que je crois que maintenant je serai une fidèle spectatrice encore plus parce que c'est une très belle découverte
pour moi ce podcast. Donc merci pour votre travail. Je remercie aussi ma maison d'édition, mon agent de presse, Zoé, et Bessora, ma co-autrice, sans qui ce livre n'existerait pas. Donc merci à elle, et j'invite tous les spectateurs à acheter le livre, à le lire et à faire un retour. Voilà, je suis très ouverte sur les réseaux sociaux, et j'aime beaucoup avoir le retour des lecteurs. Donc n'hésitez pas, lisez, faites-moi vos retours, vos critiques, quelles qu'elles soient. J'ai hâte d'échanger avec vous tous. Et merci à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup, Joran. Et on le voit en bas, vous êtes essentiellement disponible sur Instagram. On peut effectivement vous envoyer messages, vous faites des posts régulièrement. Vous êtes aussi présente sur TikTok. Donc, à vous suivre sur les réseaux sociaux, cher Joran. Donc, encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que ce vendredi, nous recevrons, donc, chère Sonia, Pierre Mananti, si je n'écorche pas le nom, qui viendra nous présenter donc, son livre aux éditions Passé Composé. C'est son deuxième livre, Charles Pasqua, Dans l'ombre de la République. Donc, vraiment, merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir écoutés. Bonsoir à toutes et à tous, comme dirait notre président. Donc, vraiment, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc ce vendredi. Lisez des livres et encore une fois, passez un très, très bon moment avec Joran dans Quand je serai grande, des foyers de l'aide sociale aux sapeurs-pompiers de Paris chez Fayard. Merci à tous. Très bonne soirée. À bientôt. À vendredi. À vendredi.